Bonjour à toutes et à tous pour la présentation de ce rapport que nous avons auquel nous avons travaillé avec Philippe Bolo, député du Maine-et-Loire, dans le cadre de l'OPEX. Alors l'OPEX, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. C'est un office qui rassemble 18 sénateurs et 18 députés, dont nous sommes membres tous les deux, et dont je suis vice-présidente. Donc, suite à, si vous vous souvenez, un débat que j'avais demandé grâce à mon groupe politique sur la pollution plastique, j'avais demandé effectivement à Hervé Moret de faire la saisine parce que je désirais travailler sur ce sujet. Et Philippe Bolo m'a rejoint et nous avons formé une excellente équipe. Et c'est aussi l'occasion de découvrir avec bonheur des personnes avec lesquelles on a vraiment plaisir à travailler. Donc, je vais tout de suite commencer. Alors, le titre de notre rapport, pollution plastique, une bombe à retardement avec un point d'interrogation. Alors, ce rapport, je le dis aussi rapidement, a été adopté à l'unanimité le 10 décembre lors de notre séance OPEX et a été salué par son président, Cédric Villani, comme un rapport qui fera date. Donc, la pollution plastique, d'abord parler de ce qu'est un plastique. Et je pense que c'est essentiel de le savoir pour comprendre tous les impacts qu'aura le plastique quand il se retrouvera dans l'environnement. C'est d'abord qu'un plastique, c'est constitué d'un polymère, mais pas que. C'est un polymère auquel on ajoute des charges, ça peut être de l'argile, du mica et d'autres matières encore, des plastifiants, comme par exemple les phtalates, et des additifs. Les additifs sont des colorants, des retardateurs de flamme, des anti-UV, des antioxydants. Bon, la liste est très longue. Donc, ces plastiques quand on a un polyéthylène et un autre polyéthylène, ils ne sont pas forcément identiques parce qu'ils ont ce qu'on appelle des formulations différentes, parce que les charges, les plastifiants, les additifs sont différents. Donc on a en fait des centaines de formulations différentes et vous allez voir que ça crée une difficulté après. Dans les plastiques, on a les thermoplastiques qui vont être recyclables et qui représentent 80% de la consommation de plastique, et les thermodurcissables qui ne peuvent être fondus et qui de toute façon ne le seront pas. On peut aussi faire un classement en fossiles et biosourcés. Alors les fossiles, c'est 99% des plastiques, et les biosourcés sont ceux qui proviennent de la biomasse. Mais ce sont les mêmes polymères, bien évidemment, la formule chimique étant la même. Quand un polymère est à la fois biosourcé et biodégradable, on l'appelle biopolymère. Les plastiques sont des matériaux qui ont des propriétés très intéressantes puisqu'ils sont légers, ils sont très peu coûteux, ça c'est leurs deux propriétés majeures, ils sont très résistants et évidemment, vous le comprenez, avec tout ce qu'on y rajoute dans la formulation, on les a rendus encore plus résistants et on a pu faire que les plastiques ont des propriétés spécifiques adaptés aux objets que l'on veut fabriquer. Le gros inconvénient, mais vous le savez, c'est qu'ils cassent et qu'on ne peut pas les réparer. En moins de 100 ans, le plastique est devenu l'un des matériaux les plus fabriqués au monde. Après, c'est le troisième après le ciment et l'acier. On en produit au-delà de 400 millions de tonnes par an. Et si on continue au rythme actuel, car la croissance est exponentielle, on aura doublé la production d'ici 2050. Si, à l'aube des années 50, on pouvait dire que chaque habitant consommait en gros 800 grammes de plastique par an, on en est au-delà des 60 kg actuellement. Donc, ceci, c'est parce que nous avons eu une dérive sur l'utilisation des plastiques qui étaient conçus pour être des matériaux résistants à grande durée d'utilisation, et on en a fait des objets à usage de très courte durée, avec notamment un grand développement du secteur de l'emballage qui représente mondialement 36% du secteur. Ce qu'il faut retenir, c'est que 81% des plastiques qui sont mis en circulation deviennent des déchets en moins d'1 an. Et je vais laisser Philippe continuer. Merci Angèle. Merci Monsieur le Président de m'accueillir dans votre commission. Merci Angèle pour les mots que tu as eus à mon égard et que je partage, que je te renvoie. Je ferai juste une rectification, Monsieur le Président. Je ne suis pas membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation, mais membre de la Commission des affaires économiques. Je tiens à le préciser parce que j'aime beaucoup cette commission et donc je ne voudrais pas qu'elle soit
Voilà, qu'elle me reproche de ne pas la citer. J'ai bien Je fait crois de que je nous suis le dire. parti. J'ai bien fait de nous le dire et on va rectifier. Merci. Il n'y a pas de souci. Oui, alors, Angèle vous a naturellement présenté le cœur du sujet, ce qui était les plastiques. Et ce que montre ce rapport, c'est surtout ce qui met en évidence, c'est qu'il fait tomber un certain nombre d'idées reçues. Et je vais, très rapidement, en 2-3 minutes, vous expliquer une de ces premières idées reçues qui est tombée. Alors, comment on arrive à démontrer que ces idées reçues tombent, en complément de ce qui a été dit jusqu'alors? C'est parce qu'on a eu la chance d'avoir pu rencontrer un grand nombre de personnes, puisque c'est 458 personnes qu'on a pu auditionner pendant 240 heures. Et c'est bien toute cette matière première d'avis, contraires parfois, convergents d'autres fois, qui nous a permis de faire ce document et de questionner et de montrer que certaines idées reçues étaient à revoir. La première idée reçue à revoir, celle sur laquelle je vais parler pendant 2 minutes, c'est que la pollution plastique, ce n'est pas uniquement les macroplastiques. C'est-à-dire qu'on a tous une idée. On pourrait tous imaginer que la pollution plastique, c'est les bouteilles qu'on va retrouver sur les plages ou les déchets flottants en mer qui vont venir asphyxier des tortues ou pénaliser des mammifères marins. Non, ce n'est malheureusement, c'est ça, évidemment, mais ce n'est malheureusement pas que ça, et c'est d'autres formes qui sont moins visibles et plus insidieuses. Donc cette forme visible, elle est due à une explosion des déchets. Vous trouverez les chiffres dans le rapport, et souvent à des déchets qui sont mal gérés ou à certaines consommations, certains usages de produits en plastique qui font qu'on est éloigné d'un système de tri au moment où on consomme et que l'objet va se retrouver dans la nature. Donc les macrodéchets, ça parle à tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit. S'agissant des microdéchets, il faut voir qu'il y a une sorte de continuité. Un déchet abandonné dans la nature, un macrodéchet, sous l'effet de paramètres biotiques et abiotiques, va se transformer. Alors il y a les rayons du soleil, il y a le vent, il y a l'eau, il y a l'oxygène. Tout ça va mettre en place une série de réactions d'oxydation des plastiques, et qui, avec notamment en plus des facteurs abiotiques mécaniques, le vent, les vagues, etc., qui font que les plastiques, les objets uniques vont se couper en 2 éléments, puis en 4, et ainsi de suite, en particules de plus en plus fines, et notamment les microplastiques. Donc ça, on passe d'une forme visible à une forme insidieuse. Et deux types, alors il y a plusieurs types de microplastiques pour vous donner... parce que ça, c'est important, parce que sinon, après, quand on légifère, on l'avait vu dans la loi AGEC, c'est un peu compliqué quand on parle de microplastiques. Il faut bien faire la distinction entre des microplastiques ajoutés intentionnellement. C'est ce qu'on va mettre dans certains produits cosmétiques, par exemple. C'est-à-dire que l'un industriel a la capacité ou pas de décider de le mettre ou non. Donc ça, c'est déjà différent à régler d'un point de vue législatif. Et puis ceux qui vont apparaître parce que l'objet va se dégrader dans la nature. Et puis il y en a d'autres parce que c'est aussi l'usure. Et je prendrai 2 exemples. Un qui est cher à Angèle, qui est les vêtements synthétiques. Chaque fois qu'on fait un lavage de vêtements synthétiques, on relargue dans l'eau un certain nombre de microfibres synthétiques, ou c'est aussi l'exemple des pneumatiques. Une voiture, quand vous avez changé le pneu, si vous faites l'exercice la prochaine fois, pesez le pneu au moment où il est neuf, pesez-le au moment où vous allez le changer, il y a 2 kg de matière en moins. Ils se retrouvent bien quelque part, ils sont partis sur la route et se retrouvent dans l'environnement. Microplastique, vous l'avez compris. Nanoplastique, c'est encore une forme de dégradation encore plus avancée, c'est-à-dire que là, on est dans le domaine de l'invisible. On est passé de quelque chose qui était visible, macro, à quelque chose qui était moins le micro, et là, on passe à quelque chose qui est invisible. Donc c'est un phénomène très récent. La recherche est encore en train de travailler sur le sujet. Vous verrez dans le document comment la recherche s'empare de ces sujets-là, où est-ce qu'elle en est en termes de volume de publication dans les différents types de déchets, micro, nano et macro. Et donc, il y a encore des grands questionnements qui subsistent, mais il faut quand même être très vigilant parce que sur d'autres sujets, on sait que les nanoplastiques, il y a des analogies qui existent et d'autres particules nanoparticulaires, on sait aujourd'hui qu'elles vont avoir un certain nombre d'inconvénients. Donc il n'y a aucune raison que parce que ce soit des plastiques, cette forme nanoparticulaire n'ait pas les mêmes inconvénients. Donc une grande vigilance à avoir de ce point de vue-là. Je te repasse la parole, Angèle. Merci Philippe. Donc une pollution qui est susceptible de constituer une menace, de par ce qu'on vient de voir, à la fois pour les écosystèmes, mais aussi pour la santé humaine. De manière générale, on peut attribuer à 80% la pollution plastique venant des activités terrestres et à 20%, on n'a pas trouvé toujours des acteurs qui étaient d'accord sur le sujet, mais en gros, on peut dire que c'est cela, et 20% sur les activités maritimes. Alors sur les activités maritimes, c'est principalement les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. Il faut signaler quand même que 640 000 filets de pêche seraient abandonnés chaque année dans les océans. Et autant ils pouvaient être par le passé faits avec des fibres naturelles qui peuvent se décomposer dans l'eau, que maintenant ça n'est plus le cas. Ce sont des fibres plastiques qui sont très résistantes. Et donc, on a une accumulation de ces filets de pêche qui constituent la pêche fantôme,
qui entravent les animaux, les poissons, etc. Également pour l'aquaculture, le transport maritime à travers la perte de containers. Et vous savez que le trafic de containers dans le monde est extrêmement important et les pertes de containers, elles sont de l'ordre de plusieurs milliers de pertes de containers par an, et également sur les activités de plaisance. Alors, cette pollution obéit à un processus dynamique qui est que dès lors qu'un déchet est dans la nature, il va à la fois suivre le vent, l'air, va se retrouver dans l'eau. Il va, dès lors qu'il arrive dans les océans, et suivre les courants marins et se retrouver dans ce qu'on appelle les gyres, dont vous avez peut-être entendu parler. Ces gyres où se concentre la pollution plastique et qui constituent non pas ce qu'on a appelé le 7e continent, parce que ce ne sont pas des continents, mais une soupe plastique, principalement constituée de petits microplastiques qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui sont inférieurs à 5 mm. Ça, c'est la grande majorité. Alors, ces pollutions, elles viennent, comme l'a dit Philippe, des microbilles, par exemple, intentionnellement ajoutées qui vont se retrouver, parce qu'elles sont contenues dans les détergents et dans les cosmétiques, vont se retrouver dans les eaux pluviales, dans les eaux de rivière, puis évidemment, par conséquence, sur les plages, sur les berges de rivière, dans les océans. Donc ça, ce sont des microbilles. Également, les microfibres qui vont être émis en continu, c'est ce qu'on a découvert lors de l'utilisation d'un vêtement, par exemple en tissu polaire. Eh bien, le simple frottement, la simple utilisation, preuve en est, quand on a visité un laboratoire, c'était à Angers, je crois, oui, où on nous a dit que lorsque les chercheurs, ils étaient en train de travailler sur l'impact des microplastiques sur les huîtres, les moules ou certains types de poissons, ils nous ont dit qu'ils faisaient très attention aux vêtements qu'ils portaient lorsqu'ils rentraient au laboratoire, parce qu'ils savaient qu'avec des vêtements à fibre plastique, il allait s'en émettre beaucoup et ça allait perturber d'une certaine manière l'expérience. Voilà. Donc voilà quelque chose de très insidieux, de très important, cette pollution, qui a un impact économique. Le programme des Nations Unies pour l'environnement estime qu'à l'échelle mondiale, les dommages annuels causés aux environnements marins simplement, 8 milliards de dollars. Les infrastructures portuaires, par exemple, le port de Barcelone consacre 300 000 € par an pour le nettoyage de son port. Le nettoyage des plages dans l'Union européenne se chiffre à 630 millions d'euros par an. Et puis, ça a un impact économique par la moindre quantité de poissons qui va se trouver, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'impact très important et qui est la cause de tout cela, c'est l'impact sur la biodiversité, qui, comme l'a dit Philippe, ne va pas se limiter aux images d'enchevêtrement et d'étranglement ou d'ingestion de plastique. Mais tout de même, ce phénomène-là impacte de facto 1,4 million d'oiseaux et 14 000 mammifères qui seraient retrouvés morts chaque année en raison de l'ingestion notamment des macroplastiques. Et quand on fait l'autopsie des animaux, on retrouve dans leur estomac des filets, des sacs plastiques. Notamment certaines espèces, comme les tortues, sont toutes impactées par notamment ces filets fantômes dont je vous ai parlé. Les déchets plastiques peuvent être aussi source de contaminants. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les plastiques sont hydrophobes. Quand dans l'eau d'un océan, il y a par exemple des PCB ou de l'eau de rivière ou des hydrocarbures, eh bien ces PCB, ces hydrocarbures vont juste aller se mettre directement. Ils sont comme attirés par le plastique et ils vont se coller dessus. Donc, quand un oiseau ou un mammifère marin ingère un bouchon qui a séjourné un certain temps dans l'eau, eh bien, ce bouchon, il est aussi recouvert de ces polluants-là. Et donc, ça va. Et puis, quand c'est directement dans un organisme, vous imaginez bien les conséquences que cela peut avoir. Mais également, les plastiques sont souvent même lorsqu'ils sont très petits, ils sont comme des petits radeaux qui flottent sur l'eau, et ils vont constituer l'habitat pour de la microfaune, ou bien ils vont être colonisés par des micro-algues, et donc vont se recouvrir de substances qui vont faire qu'ils vont avoir une odeur, et que donc, par exemple, les oiseaux marins vont effectivement aller directement sur le bouchon qui a cette odeur-là parce qu'il va croire que c'est de la nourriture. Donc, ça a un impact évidemment non négligeable, toute cette
cette pollution et toute la biodiversité qui va être donc impactée par ces microfibres et ces microplastiques, voire même ces macroplastiques. Je te laisse la parole. Alors, la suite, il me revient de vous présenter l'implication des différentes parties prenantes dans la lutte contre cette pollution. Je vais aller très vite parce que c'est pas là où il y a les choses les plus intéressantes à vous dire et tout est très bien détaillé dans le document. Donc, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, aux échelles internationales, européennes, françaises, aux échelles locales, et notamment via les lois Grenelle, TEPCV, Egalim et AGEC, ont régulé un certain nombre de choses. La société civile est impliquée. On connaît tous des opérations de nettoyage. Le World Cleanup Day, je suis sûr que chacun d'entre vous, sur leur département, vous avez vu des associations qui vont aller nettoyer les bords de route ou les villes. Les industriels sont également impliqués. Attention, cependant, dans le regard qu'on a sur les actions industrielles, parce que souvent la réduction de plastique se fait par le gain sur l'épaisseur, par exemple, des contenants. Donc ce n'est pas véritablement une substitution au plastique, c'est simplement qu'on a trouvé la technique pour faire un contenant qui va avoir les mêmes propriétés mécaniques, mais avec un peu moins de polymère. Donc ce n'est pas véritablement avec ça qu'on va tout solutionner. Et puis parfois, il y a un peu de greenwashing dans les actions industrielles. Parfois, ce n'est pas systématique, mais il faut faire attention à cela. Et puis la recherche est aussi très impliquée. Sur la recherche, je soulignerai une chose importante, c'est que l'Europe, aujourd'hui, au travers des publications qui sont les siennes en langue anglaise, dans les revues à comité de lecture, arrive en l'Europe totale, je ne parle pas que de la France, arrive en dessous des productions chinoises et des États-Unis. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on est un peu à la traîne en matière de recherche sur le sujet. Il ne faut pas l'oublier, parce que si on veut avancer, il faut aussi avoir des connaissances scientifiques pour trouver les solutions. Je vous avais parlé d'idées reçues tout à l'heure. Je vais revenir sur une deuxième idée reçue, rapidement, c'est le recyclage. C'est-à-dire qu'on a tous tendance à croire que le recyclage, c'est la solution miracle. Alors s'il y a un certain nombre de vérités qui existent dans le domaine du verre ou des métaux, dans le domaine du plastique, la réalité est un peu différente. Ce n'est pas la solution miracle, c'est ce qu'on met en évidence dans le document. Pour quelles raisons ce n'est pas la solution miracle? Premièrement, en raison d'obstacles existants. Alors, il y a des obstacles techniques. Angèle vous l'expliquerait sans doute mieux que moi, mais un polymère, vous l'avez vu au départ, c'est une molécule très longue. Chaque fois qu'on va aller faire du recyclage, on va la couper. Et il y a des propriétés qui sont les siennes, c'est parce qu'elle est très longue. Quand on l'a coupée en deux, elle n'a plus exactement les mêmes propriétés. Ça, c'est un recyclage. Si vous en faites deux, elle va être encore coupée, et ainsi de suite. Donc il y a une perte de qualité de la matière avec le nombre de cycles de recyclage. Donc c'est ce qui pose un certain nombre de problèmes et qui fait que finalement, on ne peut jamais imaginer un recyclage à l'infini, une économie circulaire infinie sur le cas des plastiques, à la différence de l'acier, parce qu'à un moment donné, il a perdu ses propriétés. Un recyclage mécanique. Et donc, du coup, c'est de là qu'apparaît le décyclage, c'est-à-dire qu'on fait autre chose et du coup, ce qui donne une fausse idée de l'efficience du dispositif de recyclage mécanique. Donc, limite technique, limite réglementaire, notamment avec les substances héritées. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Je vais prendre le cas de l'automobile. Vous avez un véhicule qui part à la casse aujourd'hui, il peut avoir jusqu'à entre 15 et 20 ans. La conception a été il y a 15 et 20 ans. Le polymère qui constitue son pare-choc ou son habitacle a été fait il y a 15 ou 20 ans, avec des réglementations qui sont plus celles qu'on a aujourd'hui. Et peut-être des additifs qui sont interdits aujourd'hui qui n'étaient pas à l'époque. Donc quand il arrive dans le système de recyclage, on a ce qu'on appelle les substances héritées. On va se retrouver avec le même polymère, parfois ancien, avec des additifs qui sont aujourd'hui interdits et aujourd'hui qui ne le sont plus. Et donc ça, c'est une vraie difficulté pour le recyclage systématique d'un même polymère, parce qu'il n'a pas toujours la même composition en matière d'additifs. Et c'est notamment le cas, le grade alimentaire, qui fait quelque chose qui est très compliqué en termes de recyclage. Puis il y a aussi un frein économique, un obstacle économique, parce qu'il est toujours plus cher d'avoir un plastique recyclé qu'avoir un plastique vierge issu du pétrole, surtout à une époque où le coût du pétrole est très bas. Donc ça, c'est les obstacles. Et en plus, il y a une face cachée du recyclage qu'on met en évidence dans le document. Quelque chose qui, à mes yeux, est très important, c'est l'exportation. C'est-à-dire que recyclage, il y a aussi la notion d'exportation des déchets. Et moi, ce que j'ai découvert avec ce travail-là, c'est qu'on a vraiment un comportement qui, de mon point de vue, est vraiment à dénoncer. C'est cette exportation des déchets vers des pays tiers qui n'ont pas les infrastructures de recyclage et où on va cannibaliser les déchets qu'ils produisent là-bas. Et tout ça, ça se termine dans la mer après. C'est notamment les pays d'Asie du Sud-Est. Et je trouve qu'en termes de responsabilité, c'est se dégager sa responsabilité. Tout ça, en plus, n'est pas tracé. C'est-à-dire qu'on fait ça en douce, sans véritablement le tracer. Donc tout ça est véritablement à dénoncer et à revoir. Et c'est ce à quoi s'attelle l'Union européenne actuellement. Et d'ailleurs, nous avons profité de la mission avec Angèle pour faire une contribution auprès de la Commission européenne sur l'exportation des déchets. Merci.
Voilà. Ensuite, vous êtes des sénateurs, vous connaissez bien les collectivités territoriales, vous savez l'engrenage que représente le recyclage en termes de dépenses publiques pour les collectivités territoriales. Ces infrastructures lourdes et coûteuses qu'il faut amortir. Donc à partir du moment où vous avez l'infrastructure de recyclage, vous avez envie que le recyclage dure le plus longtemps possible. Et donc si demain on trouve une autre solution miracle, eh ben, ça va être difficile d'en sortir du point de vue de cette obligation de retour sur investissement. Puis il y a un effet rebond. C'est-à-dire que pour le consommateur, quand il y a écrit recycler, c'est pas grave, ben on va en acheter, on va consommer, puisque finalement derrière c'est recyclage. Tous ces obstacles et ces faces cachées ne sont pas connus et donc font qu'au contraire on aurait tendance à consommer davantage à partir du moment où la mention recyclable est affichée. Et donc ça pose la question de comment on informe le consommateur là-dessus. Et puis dernier élément de la face cachée, c'est pareil, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'effet d'amortisseur temporel du recyclage. Parce que vous l'avez compris, le plastique ne sera jamais recyclé à l'infini en mécanique. À un moment donné, il va sortir de cette boucle circulaire et va devenir un déchet ultime. Et il va falloir le gérer. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on fait avec le recyclage ? Eh bien, on décale dans le temps le moment où on va avoir à gérer le déchet. On décale de manière plus ou moins longue selon le nombre de cycles de recyclage et la durée de vie du plastique dans l'objet de la vie quotidienne. Voilà, donc arrive là-dessus la question du recyclage chimique qu'on a regardé, mais on ne va pas vous en dire plus, qu'il y a de grands questionnements qui persistent, ce n'est pas encore mature, en termes d'impact environnemental d'une solution où là, on va aller dissoudre le plastique dans des bains chimiques pour retirer les monomères. T'as fini ? Ouais. J'ai terminé, je te repasse la main. Merci Philippe. Donc pour terminer rapidement, on va évoquer quelques-unes de nos recommandations. Alors on a classé les recommandations en premièrement sensibiliser, éduquer, impliquer les citoyens. Donc moi je retiendrai d'intégrer dans les parcours scolaires au moins une opération de ramassage de déchets plastiques, plages, berges de rivières, bords de route, parce que c'est une forme ludique et instructive pour éveiller les consciences. Et on a vu tout à l'heure d'ailleurs dans l'audition que informer et éveiller les consciences sur le sujet, c'est très important. J'avais une autre recommandation dans ce compartiment-là, c'était de rendre obligatoire par voie d'étiquetage une mention relargue des microfibres dans l'environnement pour tous les textiles à base de fibres plastiques, parce que là, on a un réel problème. On ne sait pas, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on a auditionné un pneumologue. J'avais demandé qu'on auditionne un professeur et qui nous a dit qu'il n'y a aucune recherche sur le sujet. Or, vous le savez, parce qu'on a déjà eu le problème de l'amiante, qu'avec des microfibres partout dans l'environnement, on peut se poser la question sur la santé. Sur la partie réduire, parce qu'il y a une partie où il faudra bien sûr, on le préconise, réduire, c'est bien évidemment, mais parce que j'avais défendu des amendements sur le sujet, accélérer l'interdiction des microplastiques, des microbilles notamment, intentionnellement ajoutés, en les reconnaissant notamment comme des produits, des polluants organiques persistants, des POP, parce qu'ils le sont. Ce que j'ai peut-être pas suffisamment dit tout à l'heure, c'est qu'un plastique n'a pas de procédé de décomposition dans l'environnement. Donc, quand on met un plastique dans l'environnement, il est là pour y rester des centaines d'années. Donc, il y a une accumulation actuellement, puisqu'on rejette continuellement des plastiques dans l'environnement, et donc on a un problème. On peut déjà pas tous les récupérer de fait, parce qu'il y en a qui sont trop petits, et puis le phénomène d'accumulation fait qu'on va se retrouver face à des problèmes très importants. Ensuite, on a prévenir, mais je vais te laisser Philippe, prévenir la fuite des plastiques dans l'environnement, favoriser le réemploi et rendre le recyclage plus efficient. Et moi, j'avais proposé qu'on impose sur un produit final, parce que maintenant, vous le savez, par l'étiquetage, certains mettent que cela contient tant de plastique recyclé. Eh bien, moi, je préconisais qu'on mette, quand il n'y a pas de plastique recyclé incorporé, qu'on mette vraiment 0% de plastique recyclé. Et ensuite, on avait soutenir l'acquisition des connaissances et de la recherche. Et enfin, promouvoir de nouvelles actions, et notamment promouvoir un traité mondial, puisque le phénomène, évidemment, ne pourra pas se résoudre juste avec nous, la France, visant à réduire la pollution plastique. Et en tout cas, que l'État français, que le gouvernement œuvre pour qu'on mette ça en place. Je te laisse la parole, Philippe. Merci. Alors, sur les préconisations, moi, je vais vous mettre en lumière les 3 qui, à mes yeux, paraissent comme étant prioritaires ou importantes. Elles sont toutes indispensables, mais celle sur lesquelles j'ai une préférence. La première, ça va être la hiérarchisation des plastiques. Pourquoi ?
Parce qu'on a mis en évidence le rôle majeur des plastiques dans une forme de pollution qui est à combattre et sur lequel il faut être très vigilant. Mais cette forme de pollution n'apparaît qu'à partir du moment où le plastique se retrouve dans la nature. Donc ce n'est pas tous les plastiques qui sont à mettre au même niveau. Et dans un monde, vous le connaissez aussi bien ici au Sénat qu'à l'Assemblée, où on a tendance à tout réduire de manière binaire et avoir du 0 et du 1, il faut éviter de tomber dans une stratégie ou dans une vision qui serait que tous les plastiques sont forcément néfastes. Parce que la plupart d'entre nous, les verres des lunettes que nous avons là, sont en plastique, et ce n'est pas pour autant que demain on va les retrouver au bord du chemin ou sur une plage. Ils rentrent dans un circuit de recyclage et il ne s'agit pas de dénoncer ces plastiques-là. Donc de mon point de vue, une des recommandations principales à mettre en œuvre, c'est la hiérarchisation des plastiques pour mettre en évidence très clairement ce dont on se doute tous, qui sont les plastiques à l'origine du problème, qui sont notamment les suremballages, les emballages inutiles, les bouteilles plastiques et tous ces objets qu'on a l'habitude de trouver un peu partout. Et ça va finalement l'écho à ce que vous avez en page 47 du rapport. Vous avez une cartographie qui vous donne les différents types de polymères et puis les usages qu'on en fait. On se rend compte que sur cette cartographie, il y en a un peu partout. Et placer sur cette carte-là les pastilles qui posent problème et voir où sont les sources de pollution, c'est une bonne façon pour commencer à avancer et à résoudre le problème. Deuxième préconisation importante, et ça c'est dans mon mode de fonctionnement, c'est l'évaluation de ce que nous avons déjà fait, parce que c'est pareil, ici on avance un certain nombre de choses, il y a eu une loi AGEC, il y a eu une loi de TEPCV, il y a déjà eu un certain nombre de lois qui ont traité le sujet. Prenons soin de vérifier qu'elles sont bien appliquées, que les décrets sont bien pris dans le bon timing. Évaluons ce qu'on a déjà voté avant de rajouter des couches réglementaires. Utilisons les outils qu'on a déjà à notre disposition. Vérifions que les décrets sont bien placés dans les bons délais et surtout dans le bon esprit. Parce que moi, je ne sais pas comment ça se passe au Sénat, mais à l'Assemblée, ce qui me mobilise souvent, ce qui m'interpelle souvent, c'est le fait qu'on a des débats longs, parfois tardifs, et que finalement, ce qu'on vote, ce n'est pas exactement ce qu'on va retrouver dans le décret d'application. Donc ça vaut sur le plastique et ailleurs. Donc il faut faire attention à cette chose-là. Et dernière chose, et je suis sûr que vous l'auriez deviné, c'est l'exportation. Mettons en place des réglementations qui évitent que certains puissent demain prendre un important volume de déchets parce qu'on ne peut plus rien en faire ici, parce qu'ils ne sont par exemple pas de grade de qualité suffisante pour qu'on puisse les retraiter dans le grade alimentaire, qu'on mette ça dans un conteneur et qu'on envoie ça en Asie du Sud-Est en disant on verra bien ce qu'ils en font là-bas. Ce qu'ils en font là-bas, c'est rien du tout, donc on va le jeter dans la mer. Donc autant à ce moment-là, je sais pas, soyons un peu provocateurs, autant le jeter dans la mer directement ici, ça évitera du CO2 dans le transport. Je blague évidemment. Non, mais il faut vraiment faire quelque chose dans cette direction-là. Donc la Commission européenne s'y intéresse. Donc désormais, il faudra un accord du pays. Alors évidemment, il peut y avoir un intérêt économique, donc ça ne va pas suffire. Et puis c'est aussi, par exemple, la traçabilité, parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas partie des bilans. C'est-à-dire qu'un bilan massique de déchets plastiques, on va vous dire, voilà la quantité 1000, il y en a une partie qui va aller en enfouissement, une partie en valorisation énergétique, une partie en recyclage, et on ne compte jamais la partie qui est partie dans un autre pays, ou qui a été importée d'ailleurs. Donc ça, c'est un problème, c'est-à-dire que les bilans massiques ne sont pas rigoureux, il faut qu'ils le deviennent, et ça passe notamment par un suivi douanier, parce qu'en auditionnant le nouveau port Aropa, on nous a dit là-bas que, par exemple, les containers de plastique, les nomenclatures douanières, on ne savait pas que c'était du déchet plastique dedans, et donc ça part, on n'a aucune traçabilité, c'est un sujet important à mes yeux. Nous avons terminé. Oui, nous avons terminé. Mais merci à tous les deux pour effectivement ce propos liminaire et ces explications. Je vais donner la parole à Pascal Martin. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, vous remercier de la qualité de ce rapport, très riche de données, riche également de chiffres, très instructif également. En ce qui me concerne, à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses, mais en même temps inquiétant. Et d'ailleurs, le titre même de votre rapport pose la question, une bombe à retardement, point d'interrogation, les plastiques. Non, moi j'aurais une seule question à poser, parce qu'on sera peut-être assez nombreux à en poser, et qui a une question plutôt à vocation prospective. Vous l'avez dit, ça on le sait, le plastique fait partie de notre quotidien, il intervient dans tous les domaines de notre vie. Moi j'aurais une question peut-être, alors elle est prospective mais peut-être un peu complexe. Avez-vous une idée de la part des plastiques substituables qui pourraient être remplacés par d'autres matériaux beaucoup moins polluants, et de ceux dont on ne peut pas, en l'état actuel de la technique, se passer? Voilà, Monsieur le Président, question unique,
J'ai bien le sentiment qu'elle n'est pas simple, mais voilà, je voulais vous la poser. Merci. Question unique, mais réponse complexe. Martha de Cidrac. Merci, Président. Et je voulais également remercier nos deux co-rapporteurs pour ce travail très important et très intéressant. Donc votre rapport en fait dresse un panorama fidèle et complet des dispositions adoptées dans le cadre de la loi AGEC. Vous vous doutez bien que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, afin d'améliorer évidemment toutes les performances qui concernent la prévention et la gestion des déchets plastiques. En la matière, quelle avancée de la loi vous semble les plus significative car je considère pour ma part que la modulation des éco-contributions associées à des objectifs que nous avons rendus contraignants en matière de recyclabilité, de recyclage et de réemploi pourrait constituer un levier majeur d'amélioration de la performance des filières REP. Donc, est-ce que vous partagez ce constat-là? J'aurais aimé avoir votre avis. Par ailleurs, il me semble que notre priorité doit être de développer plus largement le réemploi des contenants et des emballages. Vous l'avez très bien évoqué et très bien illustré dans vos propos, puisque vous rappelez pertinemment que le recyclage est un pis-aller, notamment puisqu'il ne fait que repousser, en réalité, le temps qu'en fait on passe au statut de déchet ultime. Le recyclage mécanique ne pouvant être de toute façon pas reproduit à l'infini. Pourtant, la généralisation du réemploi se heurte à des pratiques de consommation largement ancrées dans notre quotidien et dans notre mode de vie. C'est la raison pour laquelle la loi AGEC fixe des objectifs en la matière en visant des cibles de 5% d'emballages réemployés mis sur le marché en 2023 et 10% en 2027. Cela peut sembler modeste au regard de ce que vous évoquez avec nous dans votre rapport. Donc concrètement, comment pourrions-nous accélérer cette tendance ? C'est ma deuxième question. Et enfin, dans votre rapport, vous faites état des effets pervers induits par certaines dispositions législatives adoptées ces dernières années pour réduire notre consommation plastique. Je pense à l'interdiction notamment des sacs plastiques, vous-même vous l'avez évoqué, donc les sacs plastiques à usage unique, qui sont parfois contournés par la distribution de sacs plastiques donc supposés réutilisables. Les interdictions ont également pu s'accompagner d'effets de substitution peu optimaux, que vous mentionnez d'ailleurs. L'exemple de la commercialisation de couverts en bambou en est un. Comment, à l'avenir, mieux intégrer donc ces effets pervers dans l'élaboration de notre politique de lutte contre la pollution plastique? Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Merci. Dans cette série de questions, Jean-Paul Prince. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci aux deux rapporteurs pour leur présentation. Alors moi, j'aurais une question justement sur la récupération des bouteilles. J'ai une entreprise qui fabrique une machine pour récupérer les bouteilles. Et cette machine peut être disposée dans une déchetterie ou dans une ville ou près d'un grand magasin. Ça peut servir également à ça. Et les bouteilles, la récupération de ces bouteilles sont triées. Le plastique est trié par épaisseur et par genre, et broyé en même temps, et après récupéré pour être recyclé. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce genre de machine qui comme ça, fait un tri direct au lieu que ça soit trié à la main après dans les poubelles et ainsi de suite avec les cartons. Parce que c'est un peu ça. Et sans évidemment occulter au niveau des syndicats d'ordures ménagères, la récupération des plastiques et la revente. Bien entendu, puisque ça peut être fait par les villes ou par les communautés de communes ou par les syndicats. Merci. Merci Jean-Paul. Je vous laisse répondre à ces trois séries de questions. Merci. Alors je vais commencer, puis Philippe, tu pourras compléter. Alors sur la première question de Pascal Martin, effectivement, c'est une question qu'elle est compliquée de répondre parce qu'on n'a pas fait, on n'a pas procédé, on l'a pas fait cette liste et c'est un long travail à faire. Mais cela dit, le maître mot, c'est quand même d'essayer de réduire partout où on peut. Et on a introduit effectivement si je pense par exemple, on peut prendre
les objets en plastique les plus utilisés, comme les bouteilles, par exemple. On vient de parler des bouteilles en plastique. On a introduit dans la loi AGEC, très timidement, l'histoire des fontaines. Et effectivement, je crois qu'on devrait aller encore plus loin et de permettre à tout un chacun, par exemple, de pouvoir, à tout moment, avoir une fontaine à disposition et pas juste un petit robinet dans un coin, et quelque chose de quelque manière un petit peu bien aménagé pour que tout le monde ait compris qu'on peut aller avec sa gourde en métal et aller se recharger en eau. Ça, ce serait une avancée. Parce que les bouteilles, et quand vous regardez la pollution dans le monde, alors évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on va faire en France. Il faudra voir dans les autres pays comment on peut le mettre en place également. Cela dit, il y a des pays qui interdisent le plastique chez eux, des petits pays qui l'ont fait, le Rwanda par exemple. Et je rebondis tout de suite sur la question de Martha, sur les interdictions et qui sont détournées. Oui, bien sûr, on l'a tous vu, et y compris pour les couverts en plastique là, qui viennent d'être interdits au 1er janvier, il y a déjà marqué réutilisable. Alors effectivement, on peut les laver. Et je me pose aussi cette question-là, comment va-t-on faire pour remédier à ça? C'est-à-dire que la loi à peine rentre en application que déjà elle est détournée parce qu'on peut écrire réutilisable. Effectivement, un couvert en plastique, on peut le laver. Et puis, on peut mentionner qu'il est réutilisable parce qu'il l'est, de fait. Alors qu'avant, l'affichage, c'était jetable, parce que c'est ce qui paraissait important pour tout le monde, c'est que c'était tellement pratique, puisque une fois utilisé, on allait pouvoir le jeter. Donc voilà, c'est compliqué. Moi, je ne sais pas, Philippe, toi, si tu vois, moi je ne vois pas de solution pour l'instant à cette chose-là. Parce que là, ça devient très compliqué de pouvoir... la solution, je ne la vois pas, très, très sincèrement. Notamment sur les couverts jetables et les verres jetables et les assiettes. Comment faire sur la loi AGEC, il y a des avancées, certes, mais je crois que les consciences s'éveillent à ces sujets-là. Et il nous faut donc avancer également. Et suite à la découverte de tout ce qu'on a découvert, nous, et dont on vous a fait part, et encore que d'une petite partie sur le sujet, je pense qu'on doit tous se rendre compte qu'il faut y aller plus vite et plus fort, quoi. Sur la réduction, partout où on peut réduire, il faut le faire. C'est absolument nécessaire. Et effectivement, sur les avancées qui sont des avancées significatives, et notamment la mise en place des REP, parce que ça permet de responsabiliser, je trouve qu'on doit on doit continuer à agir, même si une loi est à peine votée, rentre en application, et peut-être y aller encore davantage, quoi. Parce qu'on n'est pas allé suffisamment loin. Peut-être on n'est pas allé suffisamment loin parce que tout le monde n'était pas suffisamment conscient du problème. Et c'est pour cela qu'il nous faut continuer. Donc, en gros, je suis d'accord avec vous sur ces sujets. Et la solution sur la liste, oui, mais on peut se la faire. Enfin, je trouve qu'on peut se la faire tous, quoi, de se poser la question de comment on utilise ou pas tel objet, parce que des objets jetables, on en a à foison. Et il n'y a pas que les couverts. On a les stylos, on a les briquets, on a les rasoirs. Bon, vaste sujet. Excusez-moi, je suis pas chez moi, donc je suis perdu. Sur la question de Monsieur Martin, on peut imaginer dans votre question le rapport au bioplastique, c'est-à-dire la perspective de ces bioplastiques. Donc, qui dit bioplastique dit plastique qui est à la fois biodégradable et biosourcé. Donc déjà, en regardant ces deux composantes, on a une partie de la réponse à votre question. C'est-à-dire que biodégradable, ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre partout. Il aura tendance à se biodégrader facilement. Donc, en particulier avec de l'agroalimentaire, une tranche de jambon humide, dans un emballage biodégradable, ça peut poser des questions sur la durée limite de consommation de ces tranches de jambon. Alors si par contre, pour éviter ça, il faut remettre des additifs qui permettent que la biodégradabilité soit retardée, autant ne pas le substituer, parce que sinon ça ne sert à rien. Et de la même façon, sur le biosourcé, qui est l'autre composante du bioplastique, si c'est pour après aller chercher des polymères naturels qui vont servir à fabriquer ces plastiques-là, mais qui viennent d'autres pays, de pays lointains, avec de la déforestation ou des pratiques agricoles qu'on s'interdit chez nous
en raison des lois dont on s'est doté. Voilà, c'est encore un autre inconvénient. Donc effectivement, c'est une perspective, mais qui ne peut pas être... la substituabilité, elle n'est pas partout. Et finalement, plus que la substituabilité, c'est la capacité qu'on a à se dispenser dans un certain nombre de plastiques qui priment davantage. Sur la question de Madame de Cidrac, alors je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut regarder attentivement. On vous en a pas parlé parce qu'on n'a pas le temps de parler de tout, mais il y avait une audition très enrichissante avec une sociologue de la consommation qui nous a expliqué que les industriels, par l'innovation, provoquaient des transferts de charges chez nous. Typiquement, la vaisselle à usage unique, c'est un transfert de charge. C'est-à-dire qu'au lieu de partir faire un pique-nique avec une fourchette, un couteau classique en métal, qu'il va falloir ramener à la maison, nettoyer, il va falloir prévoir tout ce qu'il faut pour le transporter. Là, le jetable, transfert de charge, on n'a plus cette charge du nettoyage. Et à notre domicile, il y a beaucoup d'objets plastiques qui sont de cette nature-là. C'est-à-dire que par l'objet plastique, on a une charge qui disparaît. Donc ça devient confortable. Et donc du coup, ça devient quelque chose qui rentre dans notre quotidien. Donc elle nous avait parfaitement démontré ça. Vous retrouvez ça dans le rapport. Et ça joue inévitablement. C'est-à-dire que pour pouvoir s'en sortir aussi, il faut aussi un comportement du consommateur qui accepte de reprendre des charges à son compte qui lui avaient été enlevées par l'utilisation de l'objet plastique. Et puis sur vos questions plus directes sur la loi AGEC, c'est bien parce que ça me renforce dans l'idée qu'il faut toujours faire plus d'évaluation. Donc moi, je fais partie de ceux qui disent faisons plus d'évaluation des lois, légiférons moins et légiférons mieux en faisant de l'évaluation. Ça, c'est important en regardant ce qui a été voté, ce qui n'a pas été voté, les décrets qui ont été pris, est-ce qu'ils ont été pris dans le bon sens pour savoir à chaque fois corriger et faire un cycle, une sorte d'économie circulaire, un service après vote. Et puis sur la question de M. Prince, sur la machine, en fait, la réponse à la question, elle est complexe parce que ça marche si on est sur un territoire où il n'y a pas l'extension de consigne de tri. Parce que s'il y a l'extension de consigne de tri, le sac jaune à la maison, la bouteille plastique, on peut la mettre à la maison, on ne va pas sortir pour la mettre. Alors ça marchera pour ceux ça fonctionnera pour ceux qui sont à l'extérieur, qui trouveront une solution pour mettre la machine. Mais la machine, on ne pourra pas en mettre partout. Et on va... Dans le sac jaune, il y a aussi des cartons. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est une innovation qu'il ne faut pas rayer d'un trait en disant c'est forcément négatif. Mais bon, il faut bien à chaque fois, dans la balance, mettre les éléments positifs et négatifs. Où en est la collectivité? Qui va recueillir le plastique fragmenté à l'intérieur? À qui il appartient? Parce que j'imagine que celui qui met la machine, il peut dire à un moment donné, il va falloir payer le service qui va avec. Donc soit... Voilà, parce qu'on a aussi nos collectivités territoriales qui ont investi dans des outils de traitement, collecte, recyclage, et dont l'équilibre financier à long terme se joue par la capacité qu'ils ont à détenir la ressource et à la revendre. Donc si c'est pour les priver de ça, il faut faire attention. Voilà, et puis attention au grade alimentaire, parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui mette une bouteille, croyant qu'elle était du bon polymère et qu'il n'était pas et qu'elle vient perturber, parce que c'était les autres... C'est mis de côté. Donc il y a à l'intérieur un mécanisme qui permet de faire le... Bon, il faut regarder dans le détail, quoi. Il faut évaluer ce que ça représente. Mais je crois que vous avez raison, monsieur le député, parce que c'est vraiment une question qu'on avait beaucoup évoquée. Martha pourra le dire mieux que moi. En fait, c'était l'idée de prendre une portion on fait de la consigne, quoi. C'était un peu ça. Bon, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Parce que, et vous l'avez bien souligné, les collectivités vertueuses qui ont mis en place un certain nombre de choses, et je crois que Jean-Paul a bien fait de le soulever, collectivités vertueuses qui ont mis en place un certain nombre de choses, qui ont mis en place un certain nombre de tri, qui ont fait des efforts et qui ont fait des investissements. Aujourd'hui, si la part de recettes qui leur revient à ces investissements ne leur revient plus, quelle option ils auront, à part celle d'augmenter le coût du traitement et de la collecte des déchets ménagers? Donc c'est vrai que c'est une question très sensible sur laquelle il faut vraiment regarder ça, parce que c'est comme ça paraît très alléchant. C'est en fait très simple. Puis après, l'habitude, est-ce que vous allez retourner dans votre magasin avec votre bouteille en disant je vais la mettre dans une machine, et économiquement, puisque vous êtes, et je l'ai bien noté à la commission économique, économiquement, je veux dire, la bouteille, la machine qui récupérera votre bouteille, elle ne sera pas installée chez le petit épicier du coin. Et économiquement, c'est un souci. Donc, je veux dire, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment y réfléchir. Et par rapport au terme de consigne, qui est un glissement sémantique, puisque ça n'est pas de la consigne du coup,
c'est vrai que ça pose problème aussi, puisqu'on va essayer d'aller vers, mais c'est très difficile, puisqu'ont disparu de France toutes les entreprises qui faisaient le lavage de bouteilles, etc. Et en fait, je crois qu'il n'y a qu'une brasserie à Strasbourg qui récupère les bouteilles de Météor, je crois. Oui, la brasserie Météor qui récupère ses propres bouteilles, les lave et les réemploie. On a perdu beaucoup sur ce sujet-là. Et effectivement, pour ce qui est des collectivités qui ont investi dans leur centre de tri, la moitié de leurs recettes provient à la fois les bouteilles plastiques, les bouteilles plastiques, le papier et les canettes métalliques. Donc effectivement, l'installation ça dépend de ce qu'a fait la collectivité et comme disait Philippe, de l'instauration du sac de tri global où on prend tout en même temps. Si c'est déjà mis en place dans une collectivité, ça pose problème effectivement. Si je peux me permettre de répondre, c'est également dans les villes où il y a le tri qu'on trouve dans les rues et tout ça. Et si cette machine est installée là, en fait, les bouteilles peuvent être recyclées directement, sans être après retriées et ainsi de suite. C'est surtout ça. Ça fait une simplification. Ça. Oui, parce qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on vous donne l'impression, Monsieur Prince, qu'on ne voit que des effets négatifs ou des visions négatives de votre solution, parce qu'elle a quand même été vue par une entreprise, derrière il y a des emplois, voilà, il y a une innovation, enfin, il y a un modèle économique à regarder, mais vous avez raison, dans une ville qui nous est chère, Monsieur Bigot, la ville d'Angers, on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait des points de cette nature-là, ces équipements-là, ce qui évite que la bouteille soit mise dans la poubelle, parce que vous savez, des fois... Il suffit qu'il y ait un coup de vent, la bouteille, celui qui l'avait bien mis dans la poubelle, pof, elle se retrouve à terre. Et puis, voilà. Donc, si on peut la mettre dans cette machine où elle est broyée immédiatement, c'est un nouveau modèle. Ça introduit un nouveau paramètre dans le modèle économique sur lequel les collectivités ont un regard important à avoir. Et il faut voir si ça ne détruit pas ou si ça ne dégrade pas ce modèle économique. Et puis, comment ça peut être profitable à la lutte contre la pollution plastique. Si je peux me permettre sur le sujet plastique, on en avait beaucoup débattu ici lorsqu'on avait examiné la loi AGEC, parce qu'il y avait un effet pervers, c'est qu'à un moment donné, ça déculpabilisait également en fait la production plastique. Or, votre rapport, et en ça, il est très intéressant puisque vous vous intéressez en réalité à la production elle-même du plastique, c'est-à-dire quel est l'intérêt pour nous, justement. Bon, voilà. Or, sur le volet de la consigne, on avait identifié aussi que là où parfois elle était mise en place, ça pouvait donner le sentiment que le plastique n'était finalement pas si mauvais que ça, puisqu'on pouvait le recycler, enfin le récupérer et le recycler. Je pense que c'est une affaire d'équilibre et vous l'avez très bien dit tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup pour le rapport que vous nous présentez. Alors, moi aussi, je voulais témoigner, étant à la frontière allemande, nous avons, donc vous l'avez dit, une brasserie qui propose donc de rapporter les contenants en verre et de les nettoyer. Et puis, nos voisins d'Outre-Rhin ont mis en place partout la consigne en verre, et qui fonctionne très bien d'ailleurs. Pour moi, la difficulté première, c'est en fait la production. Le recyclage n'est pas à favoriser. Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, lorsque j'ai visité les premières infrastructures de nos collectivités, SMICTOM, etc., on a tout de suite compris que c'est le serpent qui se mord la queue, puisqu'il faut des produits à recycler pour nourrir nos infrastructures, pour qu'elles gagnent de l'argent. Les industriels imposent dessus le label recyclé. Ils financent ça et on refinance. C'est le serpent qui se mord la queue. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a 20 ans déjà, on l'évoquait. Et il faut que nos collectivités arrêtent de financer et d'investir dans des infrastructures. Mais on voit des financements énormes qui ne sont plus supportables. Pourquoi ils ne sont plus supportables? Parce que nos habitants, nous, je vois dans ma commune, on trie les biodéchets, on trie. Les gens font beaucoup d'efforts. Mais ils n'en peuvent plus parce que le coût de traitement ne baisse pas. Et même s'ils font tous les efforts et qu'ils n'ont plus rien dans le contenant à enfouir ou à brûler,
et ça ne baisse pas la facture des ordures ménagères. Donc aujourd'hui, de la part des habitants et de la part on a même une incompréhension qui va dans l'autre sens, en disant il y en a marre. On fait des efforts, mais finalement le coût, il fait qu'augmenter. Et pourquoi il ne fait qu'augmenter? Parce que on fait des infrastructures de plus en plus complexes, trop lourdes en investissement. C'est à l'origine du problème. Enfin, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je le réfléchis. Moi, je me rappelle, quand j'avais vu cette certification de recyclage, elle est absurde. Et vous l'avez dit, on ne recyclera jamais suffisamment, c'est un déchet ultime. Donc, il faut faire comprendre aux gens cela, que le recyclage n'est pas une solution. Il faut produire proprement. Donc, il faudrait remettre le verre en place. Et les gens... Je crois qu'il y a une campagne marketing, une campagne à réaliser. On dit que le plastique, c'est ringard, et qu'une porcelaine, qu'une belle bouteille en verre, enfin, tout ça, il faut le remettre à la mode. Mais c'est de la com, c'est vraiment de la communication. Mais on voit bien que la décision européenne d'interdire les couverts en plastique a été aussitôt détournée. Or, faire une belle campagne, vous allez en pique-nique et vous avez de belles poteries, vous avez de belles céramiques, vous avez tout ça. Bien sûr que c'est du travail à la maison, sauf qu'aujourd'hui, on a le moyen il faut changer vraiment les esprits à la base et ne pas faire croire aux gens ce qui est faux. Le recyclage n'est pas la solution, bien au contraire. Je ne sais pas si j'ai exprimé tout ce que je m'étais noté, mais en tout cas, on va dans le mur, ça vous l'avez bien dit, on va dans le mur et il faut essayer de favoriser par des campagnes importantes. L'éducation des tout petits, enfin, je ne sais pas, moi, j'étais mère pendant 20 ans, on éduque, les instituteurs se donnent beaucoup de mal dès la maternelle et on retrouve les mêmes ados qui nous jettent tout dans les campagnes, enfin, tous ceux qui sont mères, où on voit bien la lutte qu'on a avec les déchets actuellement. Côté allemand, je dirais aussi, il n'y a plus de poubelles dans la nature. Il n'y a plus de poubelles. Vous allez randonner, vous n'avez plus de poubelles. Il faut intégrer que les déchets que vous apportez dans votre sac à dos pour pique-niquer, vous les réemportez à la maison. Vous êtes responsable de... Moi, je suis une commune alsacienne vraiment au bord du Rhin et on enlève les poubelles. De toute façon, elle déborde toujours, il y a des coups de vent, et en fait, on se dédouane, on met les cartons à pizza, et puis voilà. Après, nous aussi, une commune ne peut pas avoir des agents qui vont au fin fond de la montagne, au fin fond de la balade, on va de plus en plus loin pour récolter les déchets d'une poubelle. Donc, tout ça, ça s'envole, et donc il faut dire... Vous déplacez vos déchets, vous les remportez à la maison. Et franchement, on remarque chez nos voisins que ça fonctionne. Alors, c'est une mentalité, mais là, il y a des campagnes de communication pour ça. Et moi, je crois que les habitants peuvent être prêts à ça. Merci pour ces propos. Pour reprendre ce que vous disiez, je crois qu'il n'y a pas besoin parfois d'être spécialiste pour être concret. Merci. Je vais donner la parole à Hervé Gilles, puis à Gilbert de Vinaz et à Martine Filleul. Hervé Gillet, et puis à Gilbert de Vinaz et Martine Filleul. Trois autres questions. Merci, Monsieur le Président, et puis merci à vous deux pour ce travail qui a été, je crois, remarqué et qui fait l'objet encore d'un certain nombre de publications. Je voulais revenir sur la question du droit international et de quelle manière aujourd'hui cette conscience peut être portée à la fois à l'échelle, bien sûr, de l'État français, mais de l'Europe, et d'une manière plus globale, notamment au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, puisque quand on y regarde d'un peu plus près, ce phénomène est vraiment mondial, de toute façon, il concerne l'ensemble des pays. Et donc, si on veut avoir une action à court, moyen et long terme, il faut aussi que cette prise de conscience pénètre l'ensemble des parties prenantes. Donc, dans la fiche de synthèse, vous mettez en évidence un certain nombre de positions ou d'évolutions qui sont certes significatives, mais on voit bien qu'elles peuvent avoir leurs limites quand même aujourd'hui. Et par contre, je n'ai pas vu s'il y avait, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, un positionnement ou une réflexion en particulier sur le sujet. Est-ce que vous pourriez donc m'éclairer sur ce point de vue? Et quelles seraient également vos préconisations en la matière? Parce que est-ce qu'aujourd'hui, la mobilisation européenne et mondiale vous semble satisfaisante? Comment aller au-delà? Merci, Monsieur de Vinaz, en visio. Oui, merci. Merci de votre question tout à l'heure, Monsieur le Président, parce qu'en même temps, ça montre les difficultés dans lesquelles on est quand on
on veut prendre des mesures et comment ça peut bousculer ce qu'on a déjà mis en place dans les collectivités territoriales. Moi, je voudrais remercier les deux rapporteurs parce que quand je me balade dans ma campagne, malheureusement, je vois toujours du plastique qui se balade, mais je ne mesure pas toujours les conséquences en dehors de cette vie. Enfin, je mesure cette pollution visuelle, mais je ne vois pas les conséquences que ça a, et notamment, dans votre rapport, c'est un éclairage sur les conséquences dramatiques que ça a sur le globe. Moi, j'avais deux questions. Dans votre rapport, il y a un des axes de proposition, ça vise à soutenir l'acquisition des connaissances et de la recherche. Est-ce que ces axes visent aussi à accompagner la recherche spécifique pour détruire les plastiques? Et dernièrement, j'ai lu qu'on avait découvert une bactérie qui se nourrit de plastique à base de polyuréthane. Est-ce que vous avez examiné? Est-ce que c'est une piste sérieuse? Et puis, ma deuxième question, c'est en octobre, plusieurs ONG ont sorti un rapport qui mettait en évidence que la société Coca-Cola était le premier pollueur de plastique au monde, devant Nestlé, PepsiCo, Unilever. Et est-ce qu'il n'y a pas là aussi un axe de travail pour responsabiliser ces entreprises? Et est-ce qu'il n'y a pas des mesures incitatives pour qu'elles se orientent vers une autre utilisation que le plastique? Merci. C'est bon, oui. Alors, je vais commencer et d'abord par partager ce que vous avez dit, donc Madame Brunner-Braun, sur la consigne en verre, parce que j'en suis persuadée, pour ma part, et quand on a eu la loi AGEC, on a essayé de faire en sorte de poser des choses, et je pense que dans la future loi, la convention qui provient de la loi climat, il y a des dispositifs sur la consigne. Donc il faudra qu'on les appuie et éventuellement qu'on étoffe encore les choses. Sur la suppression des poubelles, parce que je le sais aussi pour avoir, comme vous savez, un rapport particulier avec l'Allemagne, je le sais, et effectivement je trouve, parce que dans la réalité des faits, c'est exactement ce qu'on constate, que c'est bien mieux si on ne met pas de poubelle. Et je pense qu'on devrait y passer. En France, ça va être peut-être un peu plus difficile, puisqu'on a cette tradition d'avoir les poubelles un petit peu partout. Je pense aussi aux poubelles des plages, qui débordent tout le temps. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on peut... Enfin, voilà, après, on a la possibilité, quand on aura la loi, de pouvoir intervenir et de pouvoir faire en sorte qu'on puisse aller vers ça très rapidement. Pour ce qui est de... Alors, les campagnes à faire, effectivement, je suis d'accord avec vous, complètement. Pour ce qui est après du droit international et sur l'OMC, l'OMC, c'est quand même repose sur un principe de libre-échange. Donc, ça va à l'encontre des mesures de contraintes et éventuelles qu'on pourrait mettre. La mobilisation de l'Union européenne, elle est là, c'est vrai, peut-être pas suffisante. Et en tout cas, on peut jouer un rôle par rapport à... On sait très bien, au niveau diplomatique, on peut le faire, ça, d'essayer de tracter un peu tout le monde pour aller vers un traité mondial. Et je crois que, pour l'instant, on n'en prend pas trop le chemin. Il y a des paroles, mais dans les actes, essayer de réunir et notamment toutes les grandes puissances qui sont les principales émettrices de déchets, oui, ce serait bien. Et ce serait, nous, on l'a mis dans les préconisations parce qu'on pense que ça pourrait être un levier très important pour agir. Pour la question de Gilbert Luc sur les bactéries, oui, ça existe. Mais c'est un processus tellement lent. D'abord, ça existe que pour certains polymères. Donc, ça a été découvert. Mais c'est un phénomène microscopique, en fait, au vrai sens du terme, et également au sens où c'est quelque chose qui ne sera jamais suffisamment important pour faire qu'on ne connaît pas. Et d'ailleurs, dans les faits, la pollution plastique, elle est là partout, tout le monde peut le constater. Et les bactéries qui auraient dû grignoter les plastiques, on les a pas trop vues. Elles existent, ça a été découvert. Mais ce ne sera jamais suffisamment important pour résoudre le problème de la pollution plastique, malheureusement. Quant aux ONG, parce que je l'ai vu passer sur Twitter, qui dénoncent
et quand ils font des campagnes de ramassage de déchets et qui dénoncent les grandes enseignes en montrant que le premier déchet qu'on trouve, c'est Coca-Cola, etc. Oui, bien sûr. Et je pense que les ONG, elles font leur travail. Et c'est un travail important. Je ne sais pas si c'est suffisant, parce que les grandes enseignes, elles sont quand même pointées du doigt, avec des campagnes qui leur font un petit peu de mal, je pense. Et donc, est-ce que c'est suffisant pour que ces grandes entreprises changent? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que l'action que mènent les ONG, ils sont dans leur rôle. Et je pense que après, nous, on a sans doute un autre rôle à jouer. Enfin, c'est à mon sens. Je te laisse. Merci. Je vais compléter très rapidement sur la question de Mme Müller-Bronn sur l'absence de poubelles dans l'espace public. Figurez-vous qu'il y a au moins une commune en France qui l'avait testé. C'est la commune où j'étais conseiller municipal, la commune d'Avrier à côté d'Angers, où le maire était revenu d'un voyage et avait fait le même constat. Il avait dit il n'y a pas de déchets dans la nature parce qu'ils n'ont pas de poubelles sur l'espace public. Donc on avait arrêté les poubelles sur l'espace public. Ça n'avait pas été si couronné de succès que ça, parce qu'il y a une autre dimension, c'est l'aspect sensibilisation et connaissance du problème. Et ça, on ne l'avait pas fait, donc on est revenu avec les poubelles. Alors ce qui est plutôt, je trouve, qui va dans le bon sens, c'est que je ne sais pas si c'est pareil pour Angèle, mais me concernant, actuellement, les retours les plus fréquents par rapport à ce rapport localement, c'est justement des classes de collège, des classes de lycée, qui veulent que je vienne intervenir dans le cadre d'opérations très particulières. Donc ça contribuera à cette sensibilisation-là. Sur la question de M. Gilles, sur le droit international, Angèle a parfaitement... M. Gillet, pardon, excusez-moi. Oui, oh là là, excusez-moi. La question de M. Gillet. Les préconisations, moi j'en vois au moins 3, la traçabilité. C'est-à-dire qu'OK, le droit international dit du commerce, on n'en peut rien réguler ou contraindre, au moins qu'on sache les quantités qui rentrent, qui sortent et les plastiques qui sont associés. Qu'on aille dans le sens que veut la Commission européenne, c'est-à-dire qu'au moins le pays qui reçoit dise oui, je suis d'accord, et s'ils disent je ne suis pas d'accord, qu'on lui accorde cette possibilité de ne pas recevoir, et surtout qu'on intègre ça dans le bilan. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on a le bilan massique, qu'on dise dont la part exportée est de temps, ou dont la part importée et s'élève à telle quantité. Parce que là, à partir du moment où vous avez ça dans le bilan, on va revenir sur la question des ONG. Ça donne la possibilité à l'ONG de dire, ou à un autre acteur, de plaidoyer, de dire mais regardez, dans le bilan, vous en avez quand même envoyé telle quantité. Et puis c'est aussi ne pas se défausser de nos responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites le bilan massique mondial, on vous dit les fleuves asiatiques sont les plus gros contributeurs à la charge de pollution plastique dans les océans. Mais si les plastiques qui transitent via les fleuves asiatiques sont des déchets qu'on n'a pas voulu ici, qu'on a envoyés par cargo là-bas, autant qu'on le dise que cette quantité-là, il y en a X% qui nous revient. Et à partir du moment où on a la responsabilité, vous voyez, on a tendance à agir autrement pour éviter que ce soit exporté. Et puis sur la question des recherches spécifiques pour réduire les plastiques, oui, et pour compléter ce qu'a dit Angèle du point de vue de la recherche, alors, ce qu'a dit Angèle était parfait, mais du point de vue de la recherche, c'est pas tant la bactérie que l'enzyme qui est associée, parce qu'en fait, la bactérie synthétise une enzyme, c'est cette enzyme-là qui va dégrader le plastique. Donc oui, ça existe, oui, il y a déjà des choses qui existent, notamment vous trouverez dans le document quelque chose que je ne connaissais pas et que je trouve remarquable, qui sont les cyclodextrines, des molécules CAGE. C'est-à-dire que c'est une molécule cage qu'on met dans le polymère, à l'intérieur duquel on met l'enzyme, et on a la possibilité d'ouvrir la cage quand on le décide en fonction d'un stimulus extérieur. La cage s'ouvre, l'enzyme sort, et elle contribue à la dégradation du plastique. Ça a été identifié. Notamment, c'est pas dans le plastique d'ailleurs que les cols, ça a été identifié pour séparer les couches des barquettes de jambon, qui sont parfaitement non recyclables, parce que c'est des polymères différents. On croit que c'est la même chose, mais en fait, c'est 3 couches collées. Donc, vous voyez, ça existe, mais... Je modérerai tout ça en vous disant que nous avons rencontré Carbios, qui est déjà actif sur le sujet, qui dit que la rentabilité économique de l'affaire, c'est 400 000 tonnes de PET. Donc il faut 400 000 tonnes de bouteilles plastiques pour équilibrer l'investissement. Alors qu'on est en train de dire que les bouteilles sont aussi une origine du problème. Donc si c'est pour justifier la présence de bouteilles plastiques pour avoir une nouvelle filière, c'est aussi une question qu'il faut se poser, quoi. Merci. Je vais donner la parole à Martine Fille, m'excusant tout à l'heure, parce que je devais lui donner, mais j'étais parti. Vous êtes tout excusé, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je voulais prendre la parole pour 2 choses. La première, pour féliciter vraiment très chaleureusement nos 2 collègues pour la qualité de leur travail et dire que je pensais qu'il allait un peu comme les travaux de nos collègues sur l'empreinte environnementale du numérique, installer un vrai débat dans la société, et c'est, je crois, une fierté pour les parlementaires que nous sommes. Merci à eux, donc. Et puis, je voulais également intervenir
pour m'indigner avec vous, Monsieur Bolo, sur l'exportation de nos déchets vers les pays du Sud-Est asiatique et tout particulièrement vers la Malaisie. Je pense comme vous que c'est vraiment un scandale environnemental, mais c'est également un scandale du point de vue de l'éthique. Et donc vous avez évoqué quelques pistes pour limiter ces exportations, en particulier la piste européenne qui demanderait l'avis du pays qui reçoit les déchets. Vous avez également envisagé des contrôles douaniers en quelque sorte. Moi, je voudrais attirer votre attention peut-être et partager avec vous sur le fait que je crois qu'il y a des centres de tri également qui ne sont pas complètement rigoureux sur cette question et qui parfois, un peu rapidement, se débarrassent de déchets en les classant comme non recyclables. Et parfois, on me dit qu'il y a aussi derrière tout cela quelques circuits financiers un peu opaques. Est-ce que vous avez eu connaissance de ces sujets, de ces problèmes ? Et du coup, est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile d'en rajouter dans les contrôles aussi chez nous, hein, à l'intérieur de nos propres organisations ? Voilà, merci. Merci, Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord féliciter les deux, Angèle Préville et Philippe Bolo, pour la qualité de ce rapport qui, je pense, fera date et qui nous rappelle certains moments qu'on a vécus lors de la loi AGEC, notamment, pour réduire drastiquement l'utilisation des plastiques. Je crois qu'on est quelques-uns à s'en souvenir dans cette Assemblée. Donc le plasticocène est une réalité environnementale objective que personne ne peut nier. La matière plastique a pénétré les sols, les mers et la chaîne alimentaire en moins d'un siècle et ça nous inquiète. Une récente étude relayée par Environnement International a découvert la présence de microplastiques dans le placenta des femmes enceintes. Les plastiques observés mesuraient moins de 10 microns et donc sont suffisamment petits pour pénétrer dans les vaisseaux sanguins. À ce stade de fracturation de la matière, aucun filtre n'est en capacité de retenir ces particules dans le corps humain comme dans le sol. On ne connaît pas l'impact sanitaire de cette pollution plastique invasive et massive. Que sait-on de la toxicité des additifs ? Vous indiquez dans votre rapport un véritable déficit de la recherche dans ce domaine pour y remédier. Et je rebondis sur une question qui a été posée par mon collègue de Vinaz. Existe-t-il des moyens de dépollution des sols ? J'ai entendu parler au cours de la mission d'information de la commission d'enquête sur la pollution des sols qu'il existait ce qu'on appelle la phytoremédiation. Philippe, tu es ingénieur agronome, tu as sans doute dû entendre parler de ça. Ça serait important qu'on puisse échanger là-dessus. Et puis, dans un moment où on parle de réussir la transition énergétique, l'écologique, l'éco-conditionnalité des aides à la recherche, par exemple, et à la recherche qui contribuerait à améliorer la santé humaine me paraîtrait quelque chose de pertinent. Vous avez dit également que le plastique est le troisième matériau très présent dans nos vies, hein, après, je crois, le ciment et l'acier. Est-ce que vous pensez qu'on pourra l'arrêter totalement ? Puisqu'il est aujourd'hui extrêmement présent dans nos vies, y compris dans tous les domaines, hein, même dans le domaine alimentaire, on l'a dit tout à l'heure, dans les déchets. Et on a eu une audition la semaine dernière avec M. Chaussade, notamment, qui nous disait que tout n'est pas recyclable et qu'il y a un certain nombre de déchets qui sont irréductibles. Et puis il y a des déchets plastiques qui peuvent être réutilisés, comme par exemple les déchets du bâtiment. Voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus, savoir si on peut arrêter totalement la production du plastique. Et puis je vous remercie surtout de la transmission de ce petit bouquin dans la version plastifiée. Oh Philippe, ça m'a échappé, excuse-moi. Non, merci. Sincèrement, merci beaucoup. Avec beaucoup de sérieux, cette commission peut avoir de temps en temps un peu d'humour. Et ça ne gêne pas. Guillaume Chevrollier. Oui, merci Monsieur le Président. Merci aux rapporteurs pour leur travail. Enfin, ça fait honneur au Parlement. Les travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, ce sont toujours des rapports qui sont de grande qualité. Et celui-ci, donc avec un titre pollution plastique, une bombe à retardement. Est-ce que ce rapport, c'est une bombe pour le secteur industriel de la plasturgie ? Moi, je voudrais vous interroger sur l'accueil
des industriels du secteur. Quel accueil ils ont réservé à vos travaux et comment se sont passées les auditions avec eux. Bon, c'est vrai qu'ils font quand même un certain nombre d'efforts. Vous avez parlé de l'éco-conception qui est réelle, mais même si vous le pointez, enfin, et les collègues l'ont dit également, toutes les menaces et auxquelles nous sommes très sensibles dans cette commission du plastique sur l'eau et la biodiversité, certes, elles sont là, mais voilà, l'accueil de la filière industrielle de la plasturgie. Merci. Dernier intervenant, Jean-Michel Houlgat. Merci, Monsieur le Président. Mais je voudrais m'associer au concert de louanges pour féliciter Philippe Bolo et Angèle Préville pour la qualité de leur rapport. Et puis je souligne aussi ce que disait à l'instant Guillaume Chevrolier. Ça démontre aussi l'importance de l'OPEX. Et ce bicamérisme, d'une certaine façon, devrait aussi faciliter la traduction législative. Ma question a également porté sur la recherche. On parle beaucoup de la recherche en termes de mesure des impacts. On parle aussi de recherche en termes de destruction. Et par contre, moi, je voudrais vous poser la question, est-ce que vous pensez, en matière de substitution, est-ce que vous pensez à l'heure actuelle que notre recherche est suffisamment structurée pour cela? J'appartiens à un département qui est un département agricole, qui est la Manche, qui est le N+1 du Maine-et-Loire, et qui se caractérise par des industriels agroalimentaires, même si on peut contester la 4e ou la 5e gamme, mais qui se sont lancés dans les salades emballées sous vide, qui sont dans les produits cuits maintenant, les écrasés de pommes de terre, etc., pour valoriser les productions locales, et souvent d'ailleurs sur des coopératives, et puis qui se posent la question, mais à juste titre, que faire dans les années qui viennent pour pouvoir justement faire que ces emballages, qui sont nécessaires à l'heure actuelle, notamment pour les salades, emballés sous vide, qui sont nécessaires, que faire et par quels moyens techniques et technologiques le substituer, et est-ce que la recherche est vraiment structurée? Est-ce que ça mériterait, entre guillemets, un grand plan recherche dans ce domaine? Est-ce que la France est à la bonne échelle ou est-ce qu'il faut agir au niveau européen? Merci. Je vous laisse la parole pour répondre à cette série de 4 questions. Merci. Madame la sénatrice, sur le sujet des déchets, en disant qu'il y avait des centres de tri qui n'est pas très rigoureux et qu'il y avait peut-être un avantage économique à faire ça. Je pense, oui, que si ça se fait, c'est qu'il y a un avantage économique à le faire, parce qu'il n'y avait aucun avantage économique si ça coûtait à celui qui exporte. Ça fait longtemps que ça serait arrêté. En revanche, on n'a pas eu ce genre d'informations qui sont remontées jusqu'à nous, mais c'est intéressant à connaître. Ça charge encore un peu plus la barque sur le fait qu'il faut éviter ces exportations-là, quoi. Ensuite, Joël Bigot nous a interrogé sur 4 sujets. La toxicité des additifs. Angèle complétera. Il y a une mission d'information spécifique qui a été mise en place sur le sujet à l'Assemblée nationale, peut-être d'ailleurs également au Sénat, dont on les a auditionnés, on a utilisé pour partie leurs résultats. Donc si on veut aller regarder très, très précisément les effets indésirables sur la santé des additifs des emballages alimentaires, donc il y a un rapport qui existe, qui a été fait à l'Assemblée. Sur la phytoremédiation, écoute, je te propose qu'on aille, parce que c'est l'ADEME Angers en plus qui s'en occupe. Donc montons une visite à l'ADEME à Angers, allons voir tous les deux ce qui peut se passer là-bas. Je crois que ça marche mieux sur les métaux, c'est-à-dire en fait ça marche bien sur les particules absorbables par les plantes, c'est-à-dire que les métaux, on peut, mais alors les plastiques dans le sol, est-ce que les racines l'absorbent? Enfin, ça mériterait d'aller leur poser la question. L'éco-conditionnalité des aides, ça fait partie des recommandations qu'on a mis, de nos recommandations. Et la sortie du plastique en totalité, il ne faut jamais oublier qu'il y a des plastiques qui nous procurent des avantages. Je ne vais pas parler des plastiques médicaux parce que c'est évident, mais je vais parler d'un certain nombre de plastiques dans le transport. Aujourd'hui, on peut faire de la mobilité d'un point A à un point B en avion, en voiture ou dans d'autres véhicules qui consomment encore aujourd'hui des énergies fossiles, avec un poids allégé du fait de la présence des plastiques qui fait qu'on a des moindres émissions de CO2. C'est qu'un exemple, on pourrait en trouver d'autres, j'imagine. Voilà, s'en priver totalement, c'est se priver aussi d'un certain nombre d'avantages qu'ils ont apportés du point de vue médical, du point de vue de la neutralité carbone, mais voilà, il y a quand même des inconvénients. Et il ne faut pas que les quelques inconvénients viennent percuter tous les autres plastiques. Et en cela, je rebondis sur la question de mon autre voisin, mais du département de la Mayenne, sur l'accueil du secteur industriel. Oui, ils sont tous venus. Il y a une seule audition qui nous a été refusée, c'était les métiers de la croisière, les croisiéristes.
C'est les seuls qui n'avaient pas voulu nous voir. On les a vus. Ils nous ont tous présenté leurs actions. Parfois, on ne comprenait pas trop ce qui nous était dit. C'était le cas avec Michelin. Donc voilà, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, par exemple, encore hier soir, on a reçu un mail de l'automobile qui nous donnait quelques précisions par rapport à des chiffres, mais qui ne remettaient pas fondamentalement en cause les conclusions. Et puis ça ne se passe pas si mal que ça, puisque après-demain, ou la semaine prochaine, je ne sais plus, je vais voir une entreprise qui est pas très loin de chez vous, l'entreprise Trioplast, pour parler avec eux. Parce que je pense qu'il est important aussi de bien distinguer les choses entre les plastiques qui nous posent problème et qui font qu'on est réunis ici aujourd'hui autour de ces tables, et ceux qui ne posent pas problème. Et il faut aussi que ceux qui ont des plastiques qui posent moins de problèmes, parce qu'ils sont engagés dans des substitutions, ils sont engagés en réutilisant leur bâche pour recycler en interne, il ne faut pas qu'eux subissent les dommages collatéraux de ceux qui font des objets plastiques dont on pourrait se passer. Et en cela, je rebondis sur la question du département N+1. Après, on pourrait discuter N+1, N-1 ou N. Mais bon, ça, c'est pour la blague. Ben oui, là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça qui est désolant, moi, je trouve. C'est-à-dire que moi, personnellement, ce qui me désole, c'est de voir qu'on a en face de nous un problème, qu'il ne faut pas tout mettre au même niveau, mais qu'il ne faut pas que ce problème-là, parce qu'il n'est pas géré, nous empêche d'avoir des usages qui pourraient être totalement maîtrisés, parce que si c'est une salade, on imagine mal que la salade, le sachet se retrouve aussi facilement qu'une bouteille plastique dans la nature, parce que c'est plutôt une consommation à domicile, enfin, en tout cas à regarder. Et en tout cas, elle peut être faite dans un polymère simple. Il faut aussi voir que les industriels, ceux qui sont sur des plastiques potentiellement polluants, doivent faire cet effort-là de faire des polymères les plus simples possibles, tous d'ailleurs, pour qu'ils soient le plus facilement récupérables, mélangeables entre eux, sans trop d'additifs. Donc là, c'est encore une histoire de curseur qu'il faut savoir positionner complètement et éviter que d'un problème, on fasse une généralité et donc des dégâts collatéraux sur ceux qui apportaient quand même une plus-value, notamment dans le cas que vous nous signalez qui est important, une plus-value pour les agriculteurs du territoire en termes de débouchés de proximité de leur production, quoi. Voilà, c'est pour ça que le sujet n'est pas simple. Donc, je vais rapidement compléter. Alors, sur les centres de tri, effectivement, parce qu'on en a visité plusieurs, je me souviens de celui de Nantes qui était gigantesque. Moi, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, ça m'a mis très mal à l'aise. C'était gigantesque, magnifique, tout rouge partout. Et quand on regardait ce qu'il y avait sur les tapis, je me disais, ces pauvres petites choses qui sont là et tout l'argent qu'on a mis, ça m'a mis, j'étais pas bien après. Je me suis dit, mais est-ce qu'on en est là, quoi? Donc voilà. Et en plus, si donc à côté, une partie des déchets qui sont qui sont tellement mal gérés qu'ils vont partir à l'étranger, ouais. Donc il y a effectivement des problèmes. Sur la dépollution, je ne sais plus ce que tu avais demandé. Ah oui, sur les problèmes de santé liés au plastique, évidemment, on est devant plein de choses à découvrir. Et effectivement, il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait quelque chose qui paraisse dans la presse par des études scientifiques qui ont été menées par des chercheurs italiens, je crois, et les découvertes dans du placenta humain de microplastiques et qui ont été détectés, ils l'ont dit, par leur couleur. C'est-à-dire les plastiques ont toujours des couleurs très, très vives. C'est ce qui fait l'attrait du plastique. Et là, on les a retrouvés et on a pu déceler. C'est incroyable, quoi. Donc, effectivement, il y a plein de choses à découvrir, malheureusement, ce qui devrait nous inciter à beaucoup réduire l'utilisation du plastique. Arrêter totalement, non, comme l'a dit Philippe. Il y a des utilisations qu'on va pouvoir garder puisqu'elles sont bénéfiques. Elles permettent de réduire les gaz à effet de serre dans tout ce qui est les véhicules, par exemple. Et puis, c'est des choses qui durent, ces objets où on laisse le plastique là pour au moins 10-15 ans, quoi. Donc, même au-delà. L'isolation voilà. des fils électriques dans une maison. Ouais. Oui, voilà, c'est beaucoup plus long encore. Donc ça, il faut le garder. Et effectivement, quand même, réfléchir, parce que l'éventail est très large, des plastiques qu'on utilise très rapidement et qui deviennent des déchets, puisque je vous ai dit que c'était plus de 80% du plastique produit qui devient un déchet en moins d'un an. C'est là le problème. Quant à l'accueil, alors on a eu un très bon accueil en fait, mais je crois que dans l'idée des industriels,
je vais le dire avec beaucoup de précaution, mais quand ils sont face à des parlementaires, ils ont l'impression qu'on ne connaît pas trop le sujet. Enfin, moi, c'est l'impression, et qu'on ne connaissait pas trop le sujet, et qu'ils pouvaient nous passer des messages. Parce qu'ils ont quand même essayé de nous faire passer des messages, que finalement, tout ça, c'était les citoyens qui géraient mal. Enfin, c'était quand même, ça ressortait tout le temps. C'est les citoyens qui gèrent mal, et si on en est là, c'est parce que. Bon, le problème n'est pas si simple que ça. Et moi, j'ai le souvenir de l'audition de la Fédération de la plasturgie, où quand ils sont arrivés, on était en plein examen de la loi AGEC, parce qu'on a commencé en septembre, et qui commencent à nous parler d'amendements déposés sur l'interdiction des microbilles plastiques. Ils avaient face à eux, ils avaient moi qui ai déposé l'amendement. Mais ils n'avaient même pas regardé le nom. C'est vous dire le décalage, en fait, quand ils viennent. Moi, c'est l'impression que j'ai eue à ce moment-là, qu'ils venaient vers nous, mais comme si on était complètement vierge de toute connaissance et que ce n'était pas nous, en fait. Et moi, je lui ai dit, mais c'est moi qui ai déposé l'amendement. Parce que je trouve que vous n'y allez pas assez vite et assez fort. Non, c'était sur les plastiques, les granulés de plastique vierge. C'était là-dessus. C'était sur l'encadrement que j'ai demandé. D'ailleurs, un amendement qui a été adopté au Sénat, puis après modifié à l'Assemblée nationale. Donc, et quand on a visité les industries, on a eu un très bon accueil, notamment puisqu'on était... on a fait, parce qu'il y a eu le confinement, donc on a fait nos déplacements avant le confinement, et on est allé surtout dans ton département, pour le coup, et donc c'était un très bon accueil, très intéressant. Ils avaient à cœur de nous montrer ce qu'ils faisaient, donc non, au contraire. Je pense qu'en plus, nous, on les a écoutés. On a aussi pu dialoguer aussi sur certaines problématiques qu'on a essayé de mettre en avant, notamment parce qu'on entendait toujours la même chose, l'histoire que ce sont les citoyens qui gèrent mal et qui se comportent mal. Donc on a essayé surtout qu'on avait entendu des chercheurs en sociologie qui nous avaient dit autre chose. Sur ce qui est des salades emballées sous vide, là, la question de Jean-Michel, oui, c'est un sujet, et c'est un sujet parce qu'on a reçu, suite au rapport, on a reçu de la part de citoyens, je ne sais plus dans quel département, 89 je crois, c'est ça, qui nous ont fait part que dans les boues d'épandage provenant de sites de méthanisation, ils retrouvaient des morceaux de plastique, parce qu'en fait, quand ils reçoivent, vous savez que pour la méthanisation, on peut prendre, par exemple, les déchets, les déchets alimentaires provenant des grandes surfaces, quand ils ne sont plus bons à consommer. Et donc, à certains endroits, c'est tout simplement broyé, c'est mis dans le système, et ça ressort en bout d'épandage avec des bouts de plastique dedans. Ils nous ont dit que sur les bouts d'épandage, je ne sais pas s'il n'y avait pas une photo ou un truc comme ça. Il y avait une photo, voilà. Et donc, c'est un problème. Et je suppose que, du coup, les salades emballées, ça rentre dans ce truc-là. Donc, voilà, il y a un sujet là. Et après, sur les contenants, les recherches, oui, peut-être. Et si c'est de la distribution locale, peut-être penser à des contenants plus habituels. Et de la récupération, alors évidemment, pour lavage, etc., c'est compliqué, c'est vrai. Mais c'est parce que toutes ces habitudes en fait, de consommation se sont beaucoup développées, et finalement, c'est pour se retrouver face à cela, c'est que ça pose problème. Et qu'on ne sait plus comment faire pour gérer tous ces déchets qui proviennent de ces mises en marché de produits auxquels on n'avait pas accès par le passé, et dont on se passait. Alors après, je ne sais pas, mais bon, voilà. Merci. La question c'est que nous sommes en plus dans une période de crise qui a vraiment développé l'emballage unique. Vous avez vu, là, tout le monde mange tout seul et tout est emballé et suremballé. Et là, il y a une explosion des emballages pendant la période de crise que nous vivons. Et en plus, on associe le tout jetable à l'hygiène. Et
et à la non-maladie. Pour éviter d'être malade, il faut du tout jetable. Et je crois que là, on est en plus dans une orientation d'idées qui va vraiment pas dans le bon sens. Et comment on a vu que, moi je suis étonnée, tous ces emballages plastiques, il n'y a eu aucun moyen pour se les fournir. C'est-à-dire tous les restaurateurs sont passés dans le tout à emporter. Hein. Mais alors, tout le monde a des emballages. On a du mal à avoir des masques. Mais alors, les emballages, ils étaient... je ne sais pas qui les fabrique, mais il n'y a eu aucune difficulté. Et on fait face à des poubelles et à des... je ne sais pas comment on va faire, là, parce qu'on produit, et on n'est pas les seuls, bien sûr, ce sont tous les pays du monde qui produisent ces emballages individuels en plastique la plupart du temps. Bon, moi, je vois que les machines à café au Sénat, on a aussi des gobelets en plastique qui ne sont pas du tout recyclables. On serait peut-être... faut donner le bon exemple, c'est souvent ce qu'on se dit, mais là, on entre dans une période où on va complètement à l'envers de ce qu'il faudrait faire. D'accord avec vous, hein, Et en plus, quand on sait que le virus, il vit beaucoup plus longtemps sur le plastique que sur les autres matériaux, voilà, on peut se poser la question aussi. Hein. Merci, c'est un vaste sujet sur lequel on pourrait débattre encore un long moment, parce que c'est effectivement au-delà du rapport sur le plastique, et vous avez... était très exhaustif là-dessus, c'est effectivement tout ce qui concerne nos déchets. Hein. Et je pense que la meilleure solution, c'est quand même d'en produire moins. Hein, ça me paraît important. Et puis, surtout, il y a quelques éléments que j'ai retenus qui sont importants. Donc, je n'avais pas analysé les choses. C'est le fait, quand Philippe Bolo, tu nous as dit tout à l'heure que dans certains coins, de ne plus mettre de poubelles, c'était mieux. Mais c'est une belle expérience parce que moi j'avais déposé un amendement sur effectivement les dépôts sauvages qui sont vraiment quelque chose de très important, et je crois que là aussi il y a un sujet qu'il faut quand même que l'on développe, il y a un sujet qu'il faut que l'on aborde, c'est effectivement le sujet effectivement de l'éducation, hein, éduquer effectivement nos enfants. Et puis effectivement, quand vous parliez tout à l'heure qu'avant on jetait les poubelles par les fenêtres, maintenant on ne le fait plus, heureusement. Quoique, dans ma commune, comme il y a des maisons qui sont au bord de la rivière, on en retrouve dans la rivière. Donc ils ne sont pas tombés du ciel, ils sont bien tombés d'un appartement. Mais je crois que ce problème éducatif est aussi important, d'aller voir les enfants, d'aller voir les enseignants, pour que les enseignants fassent effectivement cette éducation et l'importance de cette éducation. Et voir aussi, parce qu'un sujet qui m'a fait repenser à... effectivement, c'est vrai que le tri peut avoir un effet qui n'est pas toujours positif. Parce que dans le département que je connais bien, le département du Doubs, j'ai été surpris, parce que je n'ai jamais été, sauf à la création de ce syndicat de traitement des déchets, mais on m'a expliqué que le tri faisait que du coup on avait moins de déchets, et comme on a moins de déchets, et que c'était avec ces déchets, on avait moins de rentrées, qu'on chauffait tous des quartiers HLM, et qu'effectivement, alors quand vous expliquez ça, est-ce que disait notre collègue est intéressant, parce que ça veut dire que vous expliquez aux gens qu'il faut trier. Et derrière, on leur dit, mais chaque jour, le coût de collecte ou de traitement augmente. Donc nos concitoyens ne comprennent plus rien. Puis à un moment donné, alors ça, il ne faut pas leur expliquer comme je vous l'expliquais, mais à un moment donné, on va leur expliquer que c'est super, ils ont bien trié, c'est magnifique, mais maintenant on a un problème parce qu'on n'a plus assez de déchets pour faire fonctionner nos usines d'incinération. Donc je crois qu'à travers ce rapport, il y a vraiment une réflexion qui doit être une réflexion plus que globale sur les déchets et sur la façon que nous avons, nous, parce que je crois que le problème, il vient de nous, de gérer tout ça, de gérer nos propres déchets. Et je pense, moi je suis allé à Taïwan, pourtant il y a que de l'habitat collectif, à Taïwan ils ont 7 poubelles. Ils ont 7 poubelles, une par jour. C'est intéressant d'ailleurs de les écouter. Puis c'est intéressant de visiter les centres de tri à Taïwan, parce qu'en fait, ils ont des gens qui sont, j'ai pris un peu ça comme Emmaüs chez nous, en fait ils ont des gens qui font du tri, puis si jamais ils prennent une feuille comme tu as sous les yeux, c'est-à-dire qu'ils font du découpage. Et ce qui est ancré, ils le mettent d'un côté, ce qui n'est pas ancré, ils le mettent de l'autre.
voyez un peu le travail. Je crois qu'il y a un vrai, il y a un vrai travail à faire sur le traitement et la collecte de nos déchets. En tous les cas, merci pour vos interventions. Merci.